Depuis 2000 ans, la façon de boire le thé continue à évoluer. Mais pas besoin d'une machine à remonter le temps pour retrouver le goût des salons de thé de l'Antiquité. Dans certains coins du monde, des thés anciens existent toujours, avec leur grâce et leur sobriété. Une époque calme et chaleureuse, inconnue de l'homme moderne. Boire du thé est une chose simple. Boire du thé est aussi une chose compliquée. De la simplicité à la complexité, les Chinois ont mis plus de 1000 ans. Pour retourner à la simplicité, il a fallu aussi plus de 1000 ans. J'enseigne la cérémonie du thé japonaise à Pékin. Beaucoup de spécialités pékinoises peuvent servir de friandises. J'en achète de temps en temps. Zhong Nanlan vient du Zhejiang et connaît le thé depuis son enfance. Il y a 17 ans, alors étudiante en japonais à l'Université des langues étrangères de Pékin, elle a été prise de passion pour le chado dès leur première rencontre. Après ses études universitaires, elle est partie étudier le chado au Japon pour être une professionnelle. Bon, on va pratiquer le premier geste. Levez votre tête doucement. Sortez le fukuza de votre poitrine, mettez-le à l'horizontale avec votre main droite. Quand les 3 doigts sont devant, élevez votre main droite en position horizontale. On dit souvent que la cérémonie du thé japonaise est trop exigeante, trop codifiée, mais je crois que c'est justement ce dont on manque. La cérémonie du thé japonaise est longue et compliquée. Si elle est pratiquée strictement, elle peut durer 4 heures. Le rituel ou bien la forme est en fait le contenu. Vous ne pouvez pas rester indifférent devant la forme et l'état présenté. L'angle de chaque geste et la hauteur des mains doivent se conformer strictement aux règles. Le chado japonais est un mélange de poudre de thé et d'eau chaude. L'étape essentielle de la cérémonie, c'est lorsque l'on fouette le thé avec le chazen pour obtenir un liquide de constance uniforme.
Par ses gestes, l'hôte présenta à ses invités une beauté. Aujourd'hui, le chado est devenu un symbole de la culture traditionnelle japonaise. En fait, elle a beaucoup été influencée par l'art du thé, des Tang et des Song. Zhong Nanlan n'est pas la seule à chercher l'empreinte de la dynastie des Tang. Ye Zhongzhi, producteur de thé hongkongais, essaie de reconstituer d'une autre manière l'ancienne cérémonie du thé. L'attitude des Hongkongais pour le thé est à la fois sérieuse et négligente. La plupart des salons de thé hongkongais servent des friandises. Le thé n'est pas tellement important pour les clients, mais en fait, ils sont très sensibles au goût du thé. Ils peuvent immédiatement s'apercevoir si le thé d'aujourd'hui est différent de celui d'hier. Il y a une vingtaine d'années, en étudiant les théières, Ye Zhongzhi, cérémonie du thé. Patron d'un salon de thé au parc de Hong Kong, il est l'un des rares propagateurs de la culture traditionnelle du thé à Hong Kong. Le Gongfu-cha est un thé très fort. En général, on n'aime pas l'eau trop chaude. Servez-vous, les dames d'abord. Des questions? Très bien. Vous avez quasi bon. Très bien. On est à l'aise et satisfait avec le thé chinois. Mais parfois, il manque de discipline et de rigueur. Par contre, le chado japonais montre en détail toutes les étapes. Je me suis dit que nous, les Chinois, devions aussi avoir notre propre méthode. J'ai donc eu l'idée de reconstituer le thé des Tang. La dynastie des Tang est la période où la pratique du thé a été institutionnalisée. Le classique du thé, écrit par Lu Yu, documente la façon de préparer et de fabriquer le thé à l'époque. Je trouve que ce goût ressemble plutôt au thé primaire du Yunnan. Je choisis donc le pu'er non fermenté comme matière première. Sous la dynastie des Tang, le thé était souvent compressé en galettes. Au sous-sol du temple Famen à Shanxi a été découvert un service à thé impérial des Tang. Ye Zhongzhi va pratiquer une cérémonie à la façon des Tang avec une reproduction. On chauffe d'abord la galette pour qu'elle dégage du parfum, puis on la roule en brisure. En apparence, le récipient se cave au milieu et le rouleau est plat. On se demande comment on peut écraser le thé avec ça, mais dans les faits, c'est très efficace. Il y a encore une boîte de tamisage avec de la place dedans. En poussant et tirant la clé, on peut tamiser le thé. La première étape consiste à traiter la galette de thé. Il faut utiliser une marmite de fer pour bouillir de l'eau. La source et la température de l'eau sont très importantes. Si l'eau est trop chaude, il faut la refroidir. Quand l'eau commence à bouillir, on y met du sel, du gingembre et de la cannelle. Le goût est peut-être moins bon que celui d'aujourd'hui. Les techniques se sont en effet beaucoup modernisées et peuvent donner de meilleurs arômes et goûts. Les gens des temps anciens levaient d'abord le bol au niveau des sourcils. On fait comme ça une fois, au ciel et à la terre. Chacun a sa façon de préparer le thé. Bien sûr, on n'est pas obligé de boire du thé de la même manière que sous les Tang. Mais je crois qu'on peut quand même chercher à comprendre l'origine et de la culture du thé. La clé du thé des Tang est la cuisson. C'est au fond de la montagne que se trouve l'origine du thé des Tang. Chaque année, lors de la fête de Qiming, les Tudia,
Henshe offre des sacrifices au dieu du thé avec le nuo, une tradition qui remonte à la dynastie des Tang. Le dieu du thé donne un ordre. Il faut cultiver avec attention les terres et cueillir le thé à la fête de Qingming. Xulin vit dans la vallée d'Henshe depuis son enfance. Aujourd'hui, il va voir son neveu, nouvellement né, avec sa mère. Tu fais encore des hôtes? Ah, c'est vous. Entrez. Xulin ne travaille pas aujourd'hui. Entrez. Chez les Tousia, la soupe de thé à l'huile est depuis longtemps indispensable pour accueillir les invités. Selon la légende, on utilise la soupe faite de feuilles de thé frites pour guérir les maladies causées par l'humidité et la chaleur. À l'époque de pauvreté, le thé remplaçait la viande lors du repas du réveillon du Nouvel An. On peut mettre des épices comme du poivre ou du sel. Quand la soupe bout, on met tout ça dans le bol et on mange. C'est délicieux. J'en ai dans mon bol. C'est délicieux. Prends encore un bol. Manger du thé est la façon la plus ancienne des Chinois de le goûter. Le temps passe moins vite à Henshe, embrassé par les montagnes. Ici, les vieilles traditions sont plus faciles à conserver. Xulin aime bien le goût de la soupe de thé à l'huile. Malheureusement, il ne peut pas l'exprimer. Mon grand-fils Xulin est tombé malade quand il avait à peine 2 ans. Il est devenu sourd à cause d'une intoxication à la streptomycine. Mon petit-fils est déjà père. Xulin aime bien sa nièce et va souvent la voir. Maintenant, mon plus grand souhait est de trouver à Xulin une épouse. Il y a quelques années, Xulin a été embauché comme travailleur à l'usine de thé. À l'usine, Xulin apprend le flétrissage à la vapeur. Cette technique, qui remonte à la dynastie des Tang, peut donner un verre plus pur et un goût plus frais. Le flétrissage à la vapeur ne dure que 40 secondes. Les feuilles flétries sont roulées à la main sur le fourneau de torréfaction de 50 à 80 degrés. Fais une boulette. L'étape suivante consiste à façonner et lustrer les feuilles. Après 1h30 de travail manuel, les feuilles dégagent un parfum frais et prennent la forme d'une aiguille de pin. Voici le thé Ulu, rosée précieuse, la spécialité d'Henshe. Tu vois? C'est comme des aiguilles de pin, n'est-ce pas? Le thé Ulu est indispensable dans la vie des habitants d'Henshe. Ils y retrouvent le goût de la dynastie des Tang d'il y a plus de 1000 ans.
En ville, Suline a un autre métier, cuisinier de baozi, ces pains farcis cuits à la vapeur. Cette année, le patron d'une usine de thé voulait l'embaucher. Je n'étais pas d'accord. Je préfère qu'il fasse des baozi, qu'il reste à mes côtés. Au moins, c'est plus sûr. J'ai peur que les machines de thé le blessent, mais il a insisté pour y aller. Entre le baozi et le thé, il a choisi le thé. Il aime le thé. Voilà, rien à dire de plus. Au Japon, le thé de Shizuoka est aussi connu pour son flétrissage à la vapeur et son roulage à la main. Chaque printemps, les producteurs se rassemblent pour échanger des techniques. Pour vérifier la qualité du thé, il suffit d'entasser les feuilles en forme d'aiguille. Un tao signifie une bonne uniformité des feuilles. Chaque année, une cérémonie est organisée à Shizuoka pour marquer l'arrivée de la saison du thé. La famille Moriyoshi produit du thé de père en fils. Madame Moriyoshi est venue de Tokyo il y a 20 ans. Les enfants ont grandi, mais le couple s'occupe toujours de leur plantation de thé. Depuis 2002, leur thé est envoyé à la famille impériale. Les voisins s'entraident lors de la première cueillette. La plantation de la famille Moriyoshi est située sur la colline près de leur maison. Dans la région montagneuse de Shizuoka est produit la moitié du thé vert du Japon. Les gens qui nous aident à cueillir les feuilles sont plutôt âgés. Au début, j'avais peur qu'ils ne viennent pas, mais à les entendre dire bonjour en souriant, je suis rassurée. Le plus important pour moi, c'est de passer une bonne journée avec tout le monde. Quand ils me disent « à demain », je suis aussi très heureuse.
Chaque printemps, Madame Moriushi vient en Chine avec d'autres producteurs de thé de Shizuoka pour offrir leur meilleur thé de l'année au temple Jingshan à Yuhang dans le Zhejiang, berceau du Chado japonais. Sous la dynastie des Song, les bouddhistes japonais sont venus en grand nombre étudier en Chine. Leur destination préférée était le temple Jingshan, berceau de 18 écoles zen japonaises sur 24. L'obscurité de la salle de méditation donne facilement sommeil aux bouddhistes zen quand ils font leur méditation quotidienne. Pour se réconforter, ils commencent la méditation avec une tasse de thé. C'est à ces bouddhistes japonais et chinois, grâce au thé et au zen, que Madame Moriushi et ses compatriotes rendent hommage. Les bouddhistes du temple Jingshan des Song ont créé une cérémonie du thé basée sur la technique Jiancha en prescrivant l'environnement, les ustensiles et les procédures. Introduit intégralement au Japon, la Jiancha a inspiré la plupart des écoles de thé japonaises. Aujourd'hui en Chine, la Jiancha, datant des Song, est quasiment introuvable. Mais cette technique n'est pas tout à fait ardue. À 2700 km du temple Jingshan se trouve le district Bahu dans le Sichuan, à une altitude maximale de 5700 mètres. Il faut 3 jours de route en voiture pour aller de cette région à Chengdu, située à seulement 900 km. Le monastère Katok, dans la région Repo de Bahu, est le temple Nyingma, le plus ancien du Han. Ici, un rituel du feu unique est en cours. Les gens sont persuadés que le feu peut emmener des aliments et du thé à leurs parents dans un autre monde. Tous les matins, les moines du monastère Katok se préparent un bol de thé au beurre. À Repos, on prépare le thé au beurre d'une façon particulière. Avant d'être battu, le thé en galette est d'abord broyé en poudre pour être mélangé plus tard à de l'eau bouillante. Les Tnissons utilisent le fouet pour battre le thé en poudre. Tandis qu'à Repos, les Tibétains utilisent un tronçon de bois. Les gens de Repos pensent que leurs ancêtres étaient forgerons des armes du roi Gossar. Coupée du monde extérieur, cette tribu a été très prospère sous la dynastie des Song. Depuis, les gens d'ici n'ont jamais changé leur façon de boire du thé, qui date d'il y a près de 1000 ans. Le Chado japonais a été beaucoup influencé par la culture des Song. La poésie, la calligraphie,
la peinture et la musique sont des amis intimes du thé. À Kyoto, près du temple Kenninji, il y a une salle de thé. Son propriétaire, Tsukamoto Tikusen, est un célèbre artiste de shakuhachi, une flûte de bambou traditionnelle japonaise. Il a débuté à l'âge de 6 ans le shakuhachi qu'il pratique pour le zen. Aujourd'hui, il est convié par le temple à participer à une cérémonie de thé en l'honneur d'invités venus du temple Dingshan en Chine. Issue de la cérémonie du thé de Dingshan, celle du Kenninji respecte les règles du bouddhisme zen chinois. Quatre invités principaux amènent chacun 8 compagnons. L'hôte met devant chaque invité un bol contenant de la poudre de matcha et une boîte de friandises. Puis, il verse de l'eau dans le bol et fouette le matcha avec le chazen. Les différentes pratiques zen sont communicantes. Par exemple, le thé zen et le shakuhachi partagent la même philosophie. Tout ça est lié au zen. Tsukamoto donne des cours gratuits 2 fois par an en Chine. Il fait pour chaque élève un shakuhachi qui lui est convenable. Il y a 15 ans, Tsukamoto est venu en Chine pour apprendre la méthode de respiration de la musique ancienne. Son maître, avant sa mort, lui a dit de réintroduire le shakuhachi en Chine. Il a tenu parole. Ses premiers élèves chinois sont déjà capables de donner eux-mêmes des cours. Comme le thé, le shakuhachi témoigne des échanges culturels entre la Chine et le Japon. Ce sont les moines qui ont apporté les grains de thé au Japon. Ce sont eux aussi qui ont intéressé les Japonais au thé. Au XIIe siècle, Myoan Esai est venu 2 fois en Chine pour étudier le thé zen. Grâce aux grains de thé qu'il a apportés au Japon, les théiers ont pu largement être plantés dans ce pays. Il est considéré comme le fondateur du thé japonais, marqué par la culture des Song. Après la chute des Song, avec la diminution des échanges culturels entre la Chine et le Japon, le thé s'est développé dans des voies différentes dans les 2 pays. Kamakura, lieu d'origine des samouraïs japonais. Yabusame, un type de tir à l'arc à cheval datant du XIIe siècle et encore existant aujourd'hui, continue à évoquer l'esprit militaire d'autrefois. Pour les samouraïs, la sérénité mentale est aussi importante que les arts martiaux. Le thé leur a procuré une bonne voix. Les samouraïs les plus célèbres du XVIe siècle, Oda Nobugana et Toyotomi Hideyoshi, ont un maître commun, Senno-rikyu. Senno-rikyu, mort en 1591, est le plus grand maître du thé japonais. Aujourd'hui, son descendant, Sengen-shitsu, est considéré comme un Senno-rikyu moderne. C'est un honneur hors pair de pouvoir apprécier le thé préparé par ses soins.
Je me souviens que quand j'avais 8 ans, en première année à l'école primaire, mon père m'a emmené dans la salle de thé. Là, j'ai commencé à étudier le tshado. Il y a presque 500 ans, mon ancêtre Senno Rikyu a dit que le thé n'était pas une simple boisson, mais destinée à créer la paix, à construire un monde égalitaire. C'est pourquoi il a pu être maître d'Oda Nobunaga et de Toyotomi Hideyoshi. On dit souvent qu'il faut être aussi fort en lettres qu'en art militaire. C'est-à-dire que l'art militaire seul ne suffit pas. Le kendo moderne demande des exercices physiques et mentaux pour former un esprit fort. C'est la sublimation de l'esprit de samouraï. Le thé aide les pratiquants de kendo à perfectionner leur technique. Mais ils ne sont pas autorisés à porter leur épée, symbole de l'esprit samouraï dans la salle de thé. Même le puissant Toyotomi Hideyoshi ne fit pas exception. Après avoir unifié le Japon par la force, Toyotomi Hideyoshi, alors au sommet de son pouvoir, avait hâte de manifester sa suprématie par le thé. Au musée d'art Moa d'Atami est exposée une reproduction de sa salle de thé, faite de 40 000 feuilles d'or et équipée d'un service de thé en or. Valeur 3,9 millions de dollars. Hideyoshi a voulu étonner Senno Rikyu avec cette salle de thé en or. Il y a invité et lui a servi du thé. Mais Senno Rikyu, au lieu d'être étonné, lui a dit « Mais que faites-vous » La salle de thé que Senno Rikyu appréciait est tout à fait différente. Konichihan, la salle de thé la plus précieuse de l'école Urasenke, a persisté pendant 16 générations. La structure et la disposition de la salle de thé doivent se conformer à l'esprit de l'harmonie et de la tranquillité. Tandis que la cour ne suit qu'une règle, respecter la loi de la nature. Si sur Terre il n'y a plus de couleur verte, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Quand vous voyez le thé vert dans le bol, l'homme et la nature ne font qu'un. Nos ancêtres attachaient une grande importance à ce concept. Senno Rikyu nous l'a transmis et nous le transmettons de génération en génération. Beaucoup d'écoles de Tshado se sont développées pendant les 4 siècles ayant suivi la mort de Senno Rikyu. Avec la chute des samouraïs et la modernisation du Japon au XXe siècle, le Tshado a décliné. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'il est redevenu populaire.
Le thé que tient Miyagi Mariko n'est pas le meilleur des Shizuoka. Mais toutes les boîtes sont peintes à la main par les enfants de Mariko. Ils aiment représenter la scène de la cueillette, mais leur sujet préféré, c'est leur maman. Dans les années 70, Miyagi Mariko, actrice connue à l'époque, est tombée amoureuse de l'écrivain Yoshiyuki Junosuke. Comme il n'avait pas d'enfant, Mariko a décidé d'abandonner son métier d'actrice et ouvrir une maison de charité pour les enfants handicapés. Mon mari me dit, d'abord, ne te plains pas. Ensuite, ne me demande pas d'argent. Enfin, ne renonce pas à mi-chemin. Si tu es capable de respecter ces 3 points, vas-y. Mais c'était difficile. À part la peinture, ce que les enfants aiment le plus, c'est de préparer du thé pour les invités et leur maman. Les dons permettent aux enfants de vivre et les enfants offrent du thé aux donateurs comme cadeau en retour. Quand il fait beau, les producteurs de thé aux alentours emmènent parfois les enfants à la cueillette. Ces derniers vont offrir du thé soigneusement emballé à ceux qui les ont aidés. Ces enfants ont survécu au séisme et aux catastrophes. Je veux leur donner la possibilité d'étudier et d'être aimés. Mariko espère que le Chado peut apprendre quelque chose aux enfants. Si on est malade ou handicapé, on ne peut rien faire alors. Je ne le pense pas. Si on concentre tous ses efforts sur une chose, on peut absolument bien la faire. J'en suis persuadée. Le mari de Mariko, 20 ans. Il est de plus en plus difficile pour Mariko, qui aura bientôt 90 ans, de s'occuper seule de ses enfants. Mais elle est sûre que même sans elle, les enfants vivront toujours heureux dans le monde du thé. Depuis 400 ans, les Japonais respectent toujours les règles de la cérémonie du thé établies à l'époque de Senno-rikyu et poursuivent la philosophie des ancêtres. En Chine, à partir de la dynastie des Ming, la technique plus libre de l'infusion a remplacé la diancha des Song. Le thé chinois est entré dans une nouvelle ère. On peut dire que le Gongfu-cha de Chaozhou est un fossile vivant de la culture du thé chinoise. Même à Chaozhou, où tout le monde est expert de l'infusion du thé, Yeranzhong est aussi très connu. On dit qu'il fait revivre le thé.
Des dizaines d'années sont passées, ça devient une habitude. Je ne trouve pas ça tellement beau, mais je mets tout mon cœur dans le thé quand je le prépare. Quand on parle de Gong Fu, il s'agit du feu, de l'eau, des ustensiles et de la technique d'infusion. L'objectif est d'obtenir une tasse de délicieux thé. On a un proverbe qui indique les étapes essentielles de la préparation du thé. Verser du haut de l'eau chaude dans la théière, quand on sait à peine boire de l'eau, les parents commencent à faire boire du thé. Une fois cette habitude prise, difficile de s'en passer pendant sa vie. À Chaozhou, le thé préféré est le Fanhuang Dancong, dont le nom est issu de son lieu d'origine, la montagne Fanhuang, où sont plantés plus de 3700 théiers de plus de 200 ans. C'est dans cette montagne que Ye Ranzhong donne aux étudiants leur premier cours de thé. Au début, c'est un ami qui m'a dit qu'il y avait de très bons théiers dans la montagne. Je me suis dit qu'il fallait les trouver et les protéger. À mi-chemin, je n'avais plus de souffle. Mais à force de grimper, je me suis senti de mieux en mieux. L'escalade est une expérience de la vie. C'est très dur à mi-chemin, mais si on persiste, on peut atteindre le sommet et avoir de beaux paysages. Il faut faire du thé avec application. Une seule gorgée et on peut savoir la qualité du thé et dans quel état d'esprit il a été préparé. Le Fanhuang Dancong est un thé oolong semi-oxydé, connu pour ses arômes variés. Deux points essentiels dans la préparation du thé. D'abord, rendre le thé agréable à boire, puis chercher à lui faire émettre des arômes. Tu l'as infusé trop longtemps, sinon il aurait un meilleur arôme. L'exploration dans la montagne est un cours obligatoire pour les débutants en thé. Ye Ranzhong espère que l'esprit du thé pourra intéresser de plus en plus de jeunes. Deux étudiants en histoire. Aujourd'hui, c'est le jour d'arrivée des nouveaux étudiants de l'école normale de Ranshan. Ye Ranzhong veut profiter de cette occasion pour leur expliquer la technique de Gong Fu Cha de Chaozhou. Apprendre à préparer et à apprécier le thé, c'est cultiver le caractère moral. Venez boire du thé. Une fois que notre esprit se calme, faire du thé devient une chose agréable, une chose joyeuse. Le thé est un ami de toute notre vie. Depuis un millénaire, les Orientaux cherchent dans une tasse de thé l'essence de la vie. Les Tang cuisaient le thé. Les Song ont développé la technique Diancha.
Les Ming infusaient le thé au lieu de le manger. Tandis que les Japonais poursuivent leur chado traditionnel. Le temps catalyse le thé, et le thé exhale le parfum de l'esprit. Chaque personne explore en fait sa propre voie de thé. La diffusion du thé a atteint son apogée au siècle dernier. De l'Asie à l'Afrique, le thé a trouvé un foyer dans toutes les terres adéquates. Retrouvez notre série documentaire dans l'épisode 4, Pays étranger, pays natal.